Bonjour chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Chotesville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Les auditeurs qui écoutent régulièrement cette émission hebdomadaire savent combien je suis attaché au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un droit qui fut en quelque sorte inventé en Corse dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Un droit qui fut bafoué lorsque le Royaume de France et la République de Gênes signèrent en 1768 un traité qui disposait de la souveraineté de l'île sans que le peuple ou ses représentants n'eussent été consultés d'une quelconque manière, et alors que la puissance déclinante de l'État ligure ne contrôlait pratiquement plus rien du territoire insulaire, hormis quelques villes du littoral. La majorité des Corses de l'époque s'indignèrent, ayant le désagréable sentiment d'avoir été vendus. Or, ce qui se produisit pour la Corse en 1768 semble être en train de se répéter ces jours-ci au sujet d'une autre île, beaucoup plus vaste que la nôtre. Beaucoup plus vaste, mais aussi beaucoup moins peuplée. Comme en 1768, le petit pays dépositaire de droit, je mets des guillemets à droit, de droit de souveraineté sur l'île, est soumis à des pressions intenses de la part de la grande puissance du moment afin que le premier cède ses prétendus droits au second, et ce, sans que la population de l'île ne soit consultée. La France de 1768 était la grande puissance de l'époque et elle avait des préoccupations d'ordre stratégique en Méditerranée, tandis que les États-Unis d'Amérique de 2025 ont des préoccupations du même ordre, mais en Arctique. Cette partie du globe est longtemps demeurée très inhospitalière, du fait de ses températures négatives extrêmes et de la banquise qui en couvre la plus grande partie. Le réchauffement climatique qui a provoqué la fonte des glaciers semble avoir changé la donne. Les puissances riveraines de l'océan glacial arctique ne cachent plus leurs ambitions, tant pour ouvrir de nouvelles routes de navigation, réputées plus courtes, que pour exploiter les ressources naturelles de cette région polaire, réputée énorme et très diversifiée. La Fédération de Russie est la première puissance arctique, car elle possède 53% du linéaire côtier arctique, avec son interminable littoral depuis la frontière norvégienne jusqu'au détroit de Bering, littoral de surcroît ponctué de nombreux archipels. La moitié des terres émergées de l'Arctique sont russes. La seconde puissance de l'Arctique est le Canada. L'Arctique canadien couvre 40% du territoire du Canada et plus de 70% de son littoral. Il abrite de nombreux Canadiens, y compris des peuples autochtones qui habitent ces terres depuis des temps immémoriaux. Ce littoral arctique canadien comprend lui aussi un grand nombre d'archipels et de très grandes îles. La Norvège est elle aussi une puissance arctique, grâce à son littoral septentrional échancré de nombreux fjords profonds et aussi grâce à ses îles dont les principales constituent l'archipel de Svalbard, qu'on appelle aussi Spitsberg, qui, à lui seul, couvre une superficie de 61 022 km² et qui compte moins de 3 000 habitants. Les côtes de cet archipel sont longues de 3 587 km. La Suède et la Finlande, si elles ont une partie de leur territoire respectif au nord du cercle polaire, n'ont pas d'accès à l'océan glacial arctique. L'Islande, cette grande île qui couvre une superficie de 102 775 km², n'est pas une puissance arctique à proprement parler, puisque la totalité de son territoire est située très légèrement au sud du cercle polaire. Grâce à l'Alaska, les États-Unis d'Amérique sont bel et bien, eux, une puissance arctique. Cette vaste contrée n'est devenue un État à part entière des États-Unis qu'en 1959,
après avoir été acheté à l'Empire russe il y a tout juste 158 ans, en 1863, pour la somme de 7 200 000 $, soit environ 135 millions de dollars actuels. Là non plus, il n'était venu à l'idée à personne, en Russie comme aux États-Unis, de connaître l'opinion des habitants de cette terre au sujet de cette vente. Plus de 3 fois plus vaste que la France, c'est de loin le plus grand État des USA. Mais c'est aussi l'un des moins peuplés, avec moins de 750 000 habitants. Son littoral s'étire sur environ 50 000 kilomètres. Sa côte nord est bordée par l'océan glacial arctique. Environ un tiers de la superficie de l'Alaska est située au nord de ce cercle polaire arctique. Les États-Unis d'Amérique sont donc bel et bien une grande puissance de l'Arctique, tant l'appétit que les ambitions de Washington dans cette région semblent insatiables. Ce sont ces ambitions qui m'amènent à évoquer maintenant le dernier pays de l'Arctique, de loin le moins puissant, et que l'on a trop tendance à oublier lorsque l'on parle de l'Arctique. Il s'agit du Danemark. Car si le territoire métropolitain de ce pays, à la fois continental et insulaire, est très loin au sud du cercle polaire, le Danemark possède un très grand territoire ultramarin s'étendant pour sa plus grande partie au nord de ce cercle polaire. Il s'agit du Groenland, auquel je faisais allusion au début de cette émission. Petite parenthèse au sujet de la façon dont on écrit Groenland, j'avais toujours tendance à mettre un tréma sur le « e », et je me suis aperçu, grâce à mon correcteur d'orthographe, qu'il ne faut pas mettre de tréma. Alors j'ai creusé un peu et je me suis aperçu que, pour une raison que j'ignore, peut-être nos académiciens ou je ne sais qui, a jugé bon de supprimer ce tréma lors d'une de ces réformes de l'orthographe française, ce que je déplore. Grand comme 5 fois la France, le Groenland est la plus grande île du monde. Sur les planisphères, elle apparaît même, cette île, encore plus grande qu'elle ne l'est dans la réalité. Géographiquement proche du Canada, le Groenland fait indéniablement partie du continent nord-américain. Cependant, cette île a été politiquement et culturellement liée à l'Europe, en particulier à la Norvège et au Danemark, les puissances coloniales, ainsi qu'à l'île voisine d'Islande, pendant plus d'un millénaire. Plus des 3/4 de son territoire sont couverts par la deuxième calotte glaciaire contemporaine, après celle de l'Antarctique. Avec une population de moins de 60 000 habitants, cette contrée figure parmi les territoires de la planète les moins densément peuplés. Les 2 pays voisins du Groenland sont le Canada à l'ouest, de l'autre côté de la mer de Baffin, et l'Islande au sud-est, de l'autre côté du détroit de Danemark. Détroit bien mal nommé puisque le Danemark ne borde pas ce détroit, et qui se trouve donc dans l'Atlantique Nord. Cette île, le Groenland, est celle de tous les superlatifs. Sa superficie totale est de 2 166 086 km². Sa calotte glaciaire couvre 1 755 637 km², soit 81% de son territoire. Et le volume de cette calotte glaciaire est d'environ 2,85 millions de kilomètres cubes. Le Groenland est la plus grande île non continentale du monde. Par sa taille, c'est aussi le 3e pays d'Amérique du Nord, après le Canada et les États-Unis, ainsi que le plus grand territoire non indépendant. Il possède aussi le plus vaste parc national au monde. Son plus proche voisin est l'Islande, à 287 km de sa côte sud-est. La capitale du Groenland, Nuuk, se situe à 819 km à l'est de la ville d'Iqaluit, au Nunavut, un territoire canadien. Au nord, les rares territoires étrangers les plus proches sont la terre François-Joseph, un ensemble d'îles annexées par la Russie,
l'île norvégienne de Svalbard, à 447 km du Nord-Ostrundingen, et l'île canadienne d'Ellesmere. Nuuk est la capitale et la plus grande ville du Groenland. Elle est située sur la côte sud-ouest, à l'embouchure du fjord de Nuuk, à environ 240 km au sud du cercle polaire arctique, ce qui en fait la capitale la plus septentrionale du monde. Elle compte environ 20 000 habitants, soit plus du tiers de la population totale de l'île. La ville fut fondée en 1729 par le missionnaire norvégien Hans Egede, sous le nom de Godhab, ce qui signifie « bonne espérance ». La Norvège étant à l'époque, tout comme le Groenland, sous souveraineté danoise. Elle fut la première ville de l'île au sens européen du terme. En tant que capitale, la ville est le siège du gouvernement et des institutions, ainsi que le principal centre culturel, économique et commercial du pays. En hiver, dans le nord du Groenland, le soleil disparaît presque totalement pendant plus de 3 mois. La température moyenne avoisine moins 30 degrés et il y souffle un vent violent. Tandis que l'intérieur du Groenland connaît un climat d'inlandsis. Alors, inlandsis, c'est un territoire couvert par une épaisse couche de banquise. Donc, dans cette zone-là, les températures moyennes peuvent atteindre, comme je viens de le dire, moins 30 degrés. Mais en bord de mer, les températures sont plus clémentes, de moins 15 degrés dans le nord à 0 degré dans le sud. La côte sud-ouest bénéficie d'étés assez longs et assez doux. Les maximales y avoisinent les 10 degrés en été, avec un record de chaleur qui atteignait 28 degrés. Le record de froid absolu dans l'hémisphère nord, mesuré dans la station météorologique automatique de Klink, à environ 3200 mètres, a été atteint le 22 décembre 1991 avec une température de moins 69,6 degrés. C'est plus froid que votre congélateur, chers auditeurs. On sait qu'une partie du Groenland, aujourd'hui couverte par la banquise, a perdu ses glaces, probablement à plusieurs reprises, dans les 2 à 10 millions d'années précédentes. Cependant, la proportion et la vitesse de cette perte font encore l'objet d'études. Depuis la fin du XXe siècle, les carottages profonds commencent à éclairer l'histoire paléoclimatique de cette région. Entre 2006 et 2015, la calotte glaciaire du Groenland a perdu environ 280 gigatonnes de glace par an. La végétation du Groenland est constituée en très grande majorité de toundra, une végétation basse et pauvre composée de mousse et d'herbes poussant dans les zones polaires qui occupent une grande partie du Groenland hors inlandsis. Au-delà du cercle arctique, la végétation de la côte ouest se réduit progressivement et fortement jusqu'à devenir une pelouse rase et clairsemée, et le sol est soit recouvert par les glaciers, soit couvert de roches nues. Seuls quelques animaux vivent dans de tels milieux, comme l'ours blanc, le phoque du Groenland, le bœuf musqué, le renard polaire, le lièvre arctique et le renne. Au sud du cercle arctique se trouve la zone verte, où poussent des arbres et dont le sol peut être cultivé dans certaines conditions et qui est en permanence dépourvu de glace. Mais cette zone tout au sud ne couvre qu'environ 5000 km² seulement, et son climat ressemble à celui de l'Islande et du nord de la Suède ou de la Norvège. On peut y trouver des ours bruns, des sangliers, des lapins, des oies sauvages ou des canards, ainsi que différentes variétés de lézards. Aucun réseau routier digne de ce nom n'existe au Groenland, entre les différentes localités. Les glaciers et la ligne côtière, fortement découpée par des fjords, empêchent de construire des routes. Seuls des ferries, et plus rarement des avions, relient ces localités entre elles en été. En hiver, des hélicoptères permettent d'assurer certains ravitaillements de villages, pour la plupart isolés par la banquise.
Les premières populations arrivées au Groenland entre 2500 et 800 avant Jésus-Christ étaient amérindiennes. Cette culture appelée Sakak a progressivement disparu. En 982 de notre ère, le viking Éric le Rouge découvrit, le Groenland. L'île était couverte de glace avec quelques maigres prairies sur les littoraux. Elle fut baptisée Groenland, ce qui signifie terre verte, sans doute dans le but d'y attirer des colons. Cette présence viking dura plus de 4 siècles. Alors que les établissements vikings de la côte sud-ouest disparurent au cours du XVe siècle, probablement vers 1450, au moins en partie du fait du refroidissement de plusieurs siècles que l'on a appelé petit âge glaciaire, les Inuits y ont, quant à eux, survécu jusqu'à nos jours. Ils ont développé une société capable de vivre sous un climat très rude et ils demeurèrent pendant plusieurs siècles le seul peuple à habiter l'île. Au XVIIIe siècle, le royaume de Danemark et de Norvège fit valoir ses droits sur le territoire, alors que l'on était sans nouvelles des Vikings partis coloniser l'île plusieurs siècles auparavant. Craignant qu'il ne soit retombé dans le paganisme, les autorités danoises organisèrent une expédition missionnaire en 1721. Ne trouvant aucun descendant des Vikings groenlandais, les membres de l'expédition se consacrèrent à la conversion des Inuits et à l'établissement de colonies commerciales le long de la côte. En 1814, par le traité de Kiel, la Norvège fut cédée à la Suède. L'Islande et le Groenland, quant à eux, restèrent des possessions danoises. En 1933, un arrêt de la Cour permanente de justice internationale confirma la souveraineté du Danemark sur le Groenland. L'île conserva son statut de colonie danoise jusqu'en 1953. Cependant, les événements de la Seconde Guerre mondiale amenèrent le Groenland à se détacher de l'Europe pour se tourner de plus en plus vers l'Amérique du Nord, dont il fait géographiquement partie, nous l'avons vu. En effet, la métropole, le Danemark, était occupée par l'Allemagne nazie, et ce, pendant 5 années, entre 1940 et 1945. Dès 1940, l'Islande danoise fut occupée par les Britanniques, et leur flotte de guerre surveilla étroitement les côtes du Groenland. À partir de l'entrée en guerre des États-Unis, en décembre de l'année suivante, les États-Uniens commencèrent à aider les Britanniques à sécuriser les voies de navigation de l'Atlantique Nord et des liens se nouèrent entre l'île d'une part et le Canada et les États-Unis d'autre part. Ceux-ci considéraient que l'île appartenait géographiquement à l'espace des Amériques, tel que défini par la doctrine Monroe. Et ils avaient déjà fait, en 1867, une offre d'achat pour le Groenland et l'Islande. En 1946, le président Truman renouvela l'offre en proposant 100 millions de dollars pour l'achat de l'île. Le Danemark, qui après la guerre avait repris le contrôle du territoire, refusa cette offre. En 1951, le Danemark établit un parlement unique au Groenland. Désormais, toutes les décisions concernant l'île seraient prises au Groenland. En 1953, le Groenland passa du statut de colonie à celui de comté d'outre-mer. Des députés autochtones purent siéger au Parlement danois. Dans les années 1960, les autorités danoises menèrent une politique de modernisation accélérée du Groenland. Au cours des années 1960-1970, le Danemark entreprit une politique de danisation de l'île, avec notamment des opérations d'urbanisme visant à regrouper l'habitat. C'est ainsi que les petits villages disparurent et leur population fut rassemblée dans les villes, ce qui contribua à l'apparition d'une nouvelle classe ouvrière. En 1979, le Groenland acquit un statut d'autonomie interne. En 1982, les habitants décidèrent par référendum du retrait de leur île de la Communauté économique européenne à laquelle le Danemark avait adhéré en 1973. Ce retrait fut effectif le 1er février 1985. Dans le cadre du statut d'autonomie interne renforcé de 2009,
le Danemark a cédé à son ancienne colonie 32 domaines de compétences, dont ceux de la police et de la justice. La politique monétaire, la défense et la politique étrangère restent toutefois sous contrôle danois. Pendant toute la durée de la guerre froide, les États-Unis ont utilisé des bases aériennes au Groenland. La base de Thule, par exemple, fut utilisée comme site de déploiement de missiles balistiques intercontinentaux équipés de têtes nucléaires dirigées vers l'URSS. C'est au début des années 2000 que commença à monter le sentiment indépendantiste groenlandais. C'est également durant cette période que la Russie entreprit de remilitariser son Arctique, tandis que la Chine développait ses investissements au Groenland, commençant à exploiter des terres rares et proposant d'y construire des aéroports. La richesse du sous-sol en matières premières, pétrole, gaz et minerais rares, peu exploitée du fait des orientations écologiques du gouvernement danois, commençait à attirer les investisseurs. En 2019, le président états-unien Donald Trump réitéra l'offre des États-Unis d'acheter le Groenland. La première ministre danoise répondit que le territoire n'était pas à vendre et que cette idée était absurde, mot qui suscita l'irritation de Trump. Le 23 août 2019, le département d'État des États-Unis manifesta son intention d'ouvrir un consulat à Nuuk, la capitale. Mais en mai 2021, alors que Joseph Biden occupait la Maison-Blanche, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonça que les États-Unis n'étaient plus intéressés par l'achat du Groenland. Cependant, en décembre 2024, avant même d'être investi pour la seconde fois président des États-Unis, Donald Trump exprima à nouveau son souhait de prendre le contrôle du Groenland sans exclure l'usage de la force armée pour parvenir à ses fins. Le Groenland est considéré comme stratégique pour l'armée des États-Unis avec leur base aérienne de Pituffik. Le Premier ministre du Groenland réagit en indiquant que son pays n'était pas à vendre. Lors des élections législatives de mars 2025, le Premier ministre sortant a été battu et depuis le 28 mars dernier, donc depuis un peu plus d'une semaine, un nouveau Premier ministre a été investi. Il s'agit de Jens Frederik Nilsson, 34 ans seulement. Il dirige un gouvernement de coalition quadripartite. Nilsson s'oppose au projet de vente du Groenland aux États-Unis. Le jour même de l'investiture du nouveau Premier ministre, un visiteur non invité s'est permis de mettre les pieds sur le territoire groenlandais. Il s'agissait du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, accompagné de son épouse. Face au tollé provoqué par cette intrusion non sollicitée, Vance a dû limiter sa présence à la seule base aérienne états-unienne de Pituffik dans le nord-ouest du pays, dont il n'est pas sorti et où il n'est demeuré que quelques heures seulement. Cela ne l'a pas empêché de prononcer un discours très polémique et fort peu diplomatique dans lequel il a osé affirmer, je le cite, « Notre message au Danemark est très simple. Vous n'avez pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland. Vous avez sous-investi au Groenland et dans la sécurité de cette incroyable et magnifique terre continentale peuplée de gens incroyables. Il faut que cela change. » Pour obtenir le Groenland, J.D. Vance a en outre estimé que, je le cite à nouveau, la force militaire ne sera pas nécessaire. Je continue à le citer. Nous pensons que les habitants du Groenland sont rationnels et que nous allons pouvoir conclure un accord du type de Donald Trump pour assurer la sécurité de ce territoire, mais aussi celle des États-Unis d'Amérique, a-t-il ajouté. Je pense qu'ils finiront par s'associer aux États-Unis, nous pourrions les rendre beaucoup plus sûrs et je pense qu'ils s'en sortiraient beaucoup mieux sur le plan économique, a encore assuré le vice-président US. Oser tenir de tels propos sur le sol même du Groenland, qui est encore un territoire danois, est pire que de l'arrogance. C'est de l'impérialisme à l'état pur, et c'est aussi une grave insulte faite à un pays allié et membre de l'OTAN, le Danemark. La première ministre danoise, Mette Frederiksen,
a aussitôt réagi en déclarant, je la cite, « Pendant de nombreuses années, nous avons été aux côtés des Américains dans des situations très difficiles. » Elle faisait la référence à l'engagement danois aux côtés des troupes états-uniennes, notamment en Irak et en Afghanistan. Le ministère des Affaires étrangères danois a également indiqué que le Danemark n'appréciait pas le ton employé. Concernant les ressources du Danemark, la pêche représente 95% des exportations du pays, avec des espèces particulièrement prisées comme le flétan, la crevette et le crabe des neiges. Il existe un accord de partenariat en matière de pêche entre la communauté européenne et les gouvernements du Danemark et du Groenland. Le sous-sol groenlandais contient des gisements de minerais clés pour la transition énergétique ainsi que des hydrocarbures. Le fond océanique des eaux côtières recèlerait des réserves d'hydrocarbures fossiles équivalentes à la moitié de celles de la mer du Nord. Mais aucun forage industriel de pétrole ni de gaz n'y a encore été exploité, en dépit de 3 licences d'exploration pétrolière accordées à l'est du territoire. Le réchauffement climatique rendrait maintenant l'accès à ces ressources moins difficile. Comme je l'ai dit en début d'émission, il devrait appartenir au seul peuple du Groenland de décider de son avenir. Nous ne sommes plus à l'époque de Louis XV, ni même au XIXe siècle, quand les États-Unis étaient parvenus à acheter l'Alaska à la Russie. Mais qui est donc ce peuple groenlandais ? D'après l'Institut groenlandais de statistique, 56 609 personnes vivaient au Groenland au 1er janvier 2023. À titre de comparaison, 6 286 habitants seulement y vivaient en 1820 et 9 641 en 1855. Le Groenland possède l'un des taux de suicide les plus élevés au monde, avec 81 cas pour 100 000 habitants en 2021, contre 10,8 au Danemark ou 13 en France. Plus de 800 enfants sont placés en foyer, soit 6% contre 1% seulement au Danemark. Le taux de recours à l'avortement y atteint des records, à 69 pour 1000 femmes en âge de procréer, contre 10 au Danemark. Ces difficultés résulteraient d'autres problèmes sociaux, tels que le mal-logement et les inégalités sociales. Les Inuits nomades étaient traditionnellement chamanistes, avec une mythologie bien développée. Ils s'inquiétaient principalement d'apaiser le courroux de la déesse de la mer sans doigts, qui contrôlait le succès de la chasse aux phoques et à la baleine. Les premiers colons scandinaves étaient païens, mais le fils d'Éric le Rouge, Leif, fut converti au catholicisme par le roi Olaf Tryggvason lors d'un voyage en Norvège en 999, et ce monarque envoyant ensuite des missionnaires au Groenland. L'arrivée de ceux-ci eut pour conséquence l'établissement de 16 paroisses, de monastères et d'un évêché à Gardar. La redécouverte de l'île et la diffusion de la réforme protestante figuraient parmi les principales raisons de la recolonisation danoise à partir du XVIIIe siècle. De nos jours, la principale religion de l'île demeure le protestantisme et la plupart des croyants appartiennent aux églises évangéliques luthériennes du Danemark. Bien qu'il n'y ait pas de données officielles en matière de religion au Groenland, l'évêque luthérien du Groenland, Sophie Petersen, estime que 85% de la population groenlandaise est membre de son église. Du point de vue linguistique, le groenlandais et le danois ont tous les deux été utilisés dans les affaires publiques depuis la mise en place de l'autonomie interne en 1979. La majorité de la population est bilingue. Le groenlandais, ou Kalaallisut, ce qui signifie la langue du peuple, est une langue esquimau-aléoute. Son principal dialecte, le groenlandais occidental, est depuis 2009 l'unique langue officielle du territoire autonome du Groenland. Le pays a un taux d'alphabétisation de 100%. Je pense que cela ferait pâlir d'envie les États-Unis qui sont loin d'atteindre ce taux. Voilà donc tracé à grands traits un portrait de ce très vaste territoire qui devient, bien malgré lui, l'objet de bien des convoitises. Nul doute que l'on sera amené dans les mois
et dans les années à venir, à reparler du Groenland, pourvu que ce petit peuple de moins de 60 000 âmes soit assez fort et assez uni pour faire entendre sa voix et pour résister aux sirènes états-uniennes. Le Groenland n'est ni danois ni états-unien, il est avant tout groenlandais, même si ses habitants sont peu nombreux. Là-bas, comme ailleurs dans le monde, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait être respecté. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre attention et votre patience. J'espère que cette chronique a été suffisamment rafraîchissante. À la semaine prochaine.